Bonsoir à tous, vous êtes sur Monaco Info, voici les titres de ce mercredi. La famille princière compte deux nouveaux sites historiques, Grimaldi, Saint-Paul-de-Vence et la Colle-sur-Loup. Dans l'arrière-pays niçois, le prince Albert II les a inaugurés hier. Nous reviendrons sur cette visite et nous recevrons ensuite Olivier Scagnetti, un guide conférencier local qui nous parlera d'un circuit photo créé en hommage à la princesse Grace de Monaco. En natation, une performance exceptionnelle, celle de Lisa Pou qui a terminé 3e les 10 km féminins des mondiaux d'eau libre à Singapour. Une première pour Monaco en championnat du monde. Lisa et son père Michel Pou seront avec nous dans quelques instants. En rugby à 7, l'équipe des U18 de Monaco s'apprête à disputer les championnats d'Europe dans la catégorie Trophy 2. Ça se passera dès vendredi à Budapest en Hongrie. Nous les avons suivis lors de leur dernier entraînement à la maison. Et puis un peu de légèreté à la fin de ce journal, la légèreté des maillots de bain, c'est l'accessoire phare de l'été, il en existe de toutes sortes. Nos journalistes les ont testés pour vous et nous diront quels sont les meilleurs. Le prince Albert II s'est donc rendu dans l'arrière-pays niçois hier à Saint-Paul-de-Vence et la Colle-sur-Loup. Accueilli par les maires et les locaux, il a marché sur les pas de sa famille et les deux villages sont officiellement devenus sites historiques Grimaldi. Le récit de la journée est signé Émilie Rousseau et Alexandra Marangoni. Honorer le passé tout en envisageant l'avenir, c'est sous ce signe qu'était placée la visite de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II dans deux communes des Alpes-Maritimes qui font désormais officiellement partie du réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco. La première étape de ce déplacement a amené le prince souverain sur un autre rocher, celui de Saint-Paul-de-Vence, qui partage des liens historiques avec la principauté. Mais cette visite faisait également écho à une histoire plus personnelle, car c'est ici, en 1955, que Grace Kelly, alors actrice hollywoodienne, fit escale avant de devenir princesse. Tout juste distinguée d'un Oscar pour The Country Girl, elle avait découvert le charme intemporel de Saint-Paul-de-Vence, un moment qui avait été immortalisé par Paul Louis, dont les photos composent désormais le parcours Grace Patricia Kelly 55. L'idée, c'était de montrer ces images où, bien sûr, à l'époque, c'était la promotion de son film et le festival a utilisé ces images, mais on voit qu'elle se promène vraiment naturellement, elle parle aux commerçants, elle va même à un moment donné, il y avait un potier sur la place de la mairie, elle va même tourner la poterie. Donc je crois que ça lui a énormément fait plaisir de faire cette balade. En plus, ça se termine par un déjeuner à la Colombe d'Or où elle a signé le livre d'or. Et aujourd'hui, vous avez la primeur, on fera signer le prince à côté de la signature de sa maman. À quelques kilomètres de là, c'est un autre passé commun qui a été célébré, celui qui unit la principauté et la Colle-sur-Loup, un village authentique qui rappelle la Provence d'autrefois. Le prince Albert II a pu rencontrer les acteurs, les artisans qui participent au rayonnement de cette commune de plus de 8000 habitants. Cet attachement a été symbolisé là aussi par le dévoilement de la plaque Site historique Grimaldi de Monaco, une reconnaissance porteuse d'avenir. C'est un honneur, un bonheur d'avoir reçu son Altesse Sérénissime sur le territoire caulois. Donc on a pu échanger ce matin, vous avez vu, avec Saint-Paul-de-Vence et puis cet après-midi à la Colle-sur-Loup. C'est vraiment effectivement un moment historique où la commune finalement renoue avec le passé. Et en étant présent aujourd'hui et en se projetant un petit peu, ce que je me suis permis de dire au prince tout à l'heure, avec une salle qui pourrait avoir le nom du prince héréditaire Jacques. Donc voilà, c'est le passé, le présent et le futur réunis aujourd'hui. C'est une journée historique pour la Colle-sur-Loup. Cette journée fut autant une célébration de l'histoire que de l'amitié qui unit Saint-Paul-de-Vence et la Colle-sur-Loup à la principauté. Les deux communes ont été invitées à participer prochainement à la rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco qui a lieu chaque année en juin sur la place du Palais Princier. Vous l'avez entendu dans le reportage, en 1955, pas encore princesse, Grace Kelly avait visité Saint-Paul-de-Vence. Alors pour saluer sa mémoire, un circuit photo a été aménagé dans le village que le souverain a inauguré hier. Pour nous en parler, nous sommes avec un guide conférencier de l'Office du tourisme local. Bonsoir Olivier Scagnetti. Bonsoir, bonsoir. Tout d'abord, que représente cette visite du prince Albert II à Saint-Paul-de-Vence? Un événement clé qui rappelle aussi que la famille Grimaldi et Saint-Paul sont liés depuis très longtemps. Depuis au moins le XIIIe siècle. Donc aujourd'hui, ça fait sens et on a l'honneur d'avoir eu son Altesse Sérénissime dans nos murs et ça fait chaud au cœur pour un double événement d'ailleurs. Pour les sites Grimaldi et aussi bien pour commémorer le parcours Grace Patricia Kelly, un parcours que je vous engage à venir suivre au village qui est fascinant. Justement, pouvez-vous nous présenter ce parcours qui nous emmène dans les ruelles de Saint-Paul?
Alors bien sûr, ce parcours a été composé suite à la visite. Alors elle n'était pas encore princesse à cette époque, c'était Grace Kelly. Elle était venue au village tout début mai 1955. Elle était sur Cannes, donc elle a visité un peu les environs, s'est arrêtée à Saint-Paul et elle a fait un petit tour qui a été filmé. C'est pour ça qu'on a pu créer le parcours grâce à ce film. On a jalonné le parcours de petits clichés et on va installer au sol aussi des petits clous pour indiquer à nos visiteurs comment le suivre. Au fil des étapes qui marquent ce parcours, on se rend compte que Grace Kelly affectionnait particulièrement cette commune de Saint-Paul-de-Vence. Oui, tout à fait. Ma foi, il faut reconnaître que Saint-Paul est naturellement beau. Je dois peut-être rappeler que les peintres sont les premières personnalités à être venus chez nous parce que le village est naturellement pittoresque, qui mérite d'être peint. Donc c'est tout naturellement que Madame Grace Kelly est venue nous rendre visite ici. Elle a d'ailleurs joué à la pétanque sur le terrain, juste ici derrière moi. Elle a pu aussi s'exercer à la poterie, tout à fait au sommet du village, non loin de la mairie. Enfin bref, une journée riche en événements pour la future princesse. Et les photos témoignent de cette affection. Oui, tout à fait. Et on la voit dans sa splendeur naturelle, elle illumine les images. Vous parliez tout à l'heure des liens historiques entre Nice, Monaco et Saint-Paul-de-Vence. Ils sont peu connus et pourtant ils sont anciens. Et ma foi, oui, le tout premier qu'on retrouve, comme je vous disais, il date de 1241. À cette époque-là, la ville de Saint-Paul a racheté le fief de Roquefort aux moines de l'abbaye de Lérins. Mais il faut savoir que ces moines avaient acheté ce fief à Manfroy de Grimaldi en 1113. Donc vous voyez, le premier lien remonte à très longtemps. Et puis tout au long de notre histoire, notamment en 1388, on devient une ville frontière. Ça, c'est sous la férule finalement de Jean de Grimaldi de Beuil, qui a rejoint le comté de Savoie, qui a fait qu'on est devenu une ville frontalière à Saint-Paul. Après aussi au XVIe siècle, quand on devient place forte royale, on a Hugolin Grimaldi qui est gouverneur de Saint-Paul, et puis aussi au XVIIIe siècle, deux gouverneurs, Charles, puis son petit-fils Honoré IV, qui vont être à la fois capitaine et gouverneur du village. Donc vous voyez des liens très forts. On le rappelle, vous êtes guide conférencier. Est-ce que cela étonne les touristes quand vous évoquez cette histoire commune avec Monaco? Oui, assez, parce que ma foi, c'est vrai qu'on associe souvent les Grimaldi uniquement au Rocher. Mais c'est faire fausse route, puisqu'effectivement la famille, ma foi, est présente partout, non seulement en Provence, mais on en trouve des traces également en Normandie et en banlieue parisienne, dans l'Essonne, notamment à Massy. Donc c'est assez incroyable, une famille qui a beaucoup voyagé et qui a été d'une importance de premier ordre dans toutes les décisions politiques de cette époque. Vous avez guidé le prince Albert lui-même à travers ce parcours. J'imagine que vous avez vécu cela comme un moment privilégié. Quels ont été ces moments de partage avec lui? Des moments très forts, puisque à la fois on a commenté les photos où on voit son Altesse Sérénissime, Grace Kelly, la princesse Grace de Monaco, qui sont des moments très forts. Et puis un témoignage aussi, étant son fils, tout de suite dans ses yeux on voit toute la tendresse et puis voilà tout ce respect, toute cette belle histoire finalement. Et aussi au niveau patrimonial, c'était très intéressant, notamment la visite de la collégiale. On a pu voir une pierre tombale sous laquelle repose Lucrèce de Grimaldi, qui faisait partie de la branche des Grimaldi de Beuil, qui s'était mariée avec Claude Barcillon en 1628 à Saint-Paul. Elle est donc enterrée à la collégiale. Elle y est toujours, donc on a une Grimaldi à Saint-Paul pour l'éternité. Est-ce que vous aussi, Olivier, vous garderez à jamais ce moment dans votre mémoire? Oh oui, alors là, oui, c'est le genre de moment pour un guide qu'on ne vit pas tous les jours et croyez-moi, oui, ça fera partie de mes plus beaux souvenirs. Merci beaucoup Olivier Scanetti d'avoir été notre invité ce soir. Avec grand plaisir, merci infiniment et puis je vous invite à venir à Saint-Paul pour découvrir le parcours Grace Patricia Kelly. Merci infiniment à vous. En natation, les 10 km femmes des mondiaux d'eau libre se sont tenus aujourd'hui à Singapour, au large de l'île de Sentosa. La monégasque Lisa Pou a terminé la course en 3e position et a remporté une médaille de bronze. C'est la première fois que Monaco est sacré au championnat du monde dans la discipline, toutes catégories confondues. Lisa et son père Michel Pou sont en duplex avec nous. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci de vous être rendu disponible pour partager avec nous cette belle expérience que vous venez de vivre. D'abord, je me tourne vers vous, Lisa. On imagine votre joie. Que représente pour vous cette médaille? Ça représente beaucoup de travail, pas seulement pour moi. Je ne suis pas seule à m'entraîner. Il y a des personnes autour de moi qui s'entraînent aussi dans le même groupe. Donc ça fait partie aussi de tout le processus pour en arriver là. Pas seulement, il y a aussi ma famille qui m'aide beaucoup, des proches qui sont là tous les jours pour m'aider à performer, surtout quand ça va pas, parce que il y a beaucoup de moments où ça ne va pas et cette année a été très compliquée.
Mais voilà, cette médaille signifie beaucoup et permet aussi de remercier les personnes en fait qui m'ont aidé jusqu'ici. Michel, j'imagine que c'est une grande fierté pour vous aussi. Une énorme fierté. Une médaille mondiale en natation, c'est quelque chose de fantastique. C'est effectivement, les gens de World Aquatics me posaient la question tout à l'heure de savoir si c'était la première médaille pour Monaco. Je leur ai répondu qu'effectivement, c'était la première médaille mondiale, toute catégorie pour Monaco. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça contente beaucoup de monde dans la natation mondiale. Les gens sont spontanément venus nous voir pour nous féliciter, aussi bien Lisa que nous, que le pays également, de tout ce qu'on entreprend et depuis un certain temps maintenant. Alors il faut préciser que la course a été reportée d'une journée par la Fédération internationale de natation en raison de la mauvaise qualité de l'eau. Comment avez-vous vécu cette course avec ce petit contretemps en prime? Il faut savoir qu'en eau libre, ces choses-là peuvent arriver. Donc, on est toujours prêt à tout. On a cette tendance à savoir s'adapter. Tous les nageurs d'eau libre ont ça en eux. Mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué de gérer ça parce qu'on s'y attendait pas du tout. C'était pas du tout censé se passer. Il y a sûrement eu un bateau qui a dû apporter un peu de pollution ou je sais pas exactement, mais en tout cas, ça a posé problème. Donc, il était important de se mobiliser, sachant que ça a été décalé 2 fois, à vrai dire. Une première fois, en fait, on aurait dû nager le matin. Finalement, on a nagé l'après-midi. Donc, il faut vraiment rester focus et perdre le moins d'énergie, en fait, pour la course. Mais la course en elle-même, c'est bien déroulé, vous diriez, dans l'ensemble, globalement, quel bilan vous en faites, hormis ce contretemps? Alors, il faut savoir que l'eau était très très chaude. Je pense que la limite maximum est 31 degrés. Il me semble qu'elle était à 30,8. Au-delà de ça, en fait, ça peut être dangereux parce que le cœur peut ralentir assez rapidement. Mais dès le début, tout le monde était sur la même longueur d'onde, que ce soit les garçons ou les filles. On a eu très 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 chaud. On s'est très vite déshydraté, surtout que l'eau était assez salée. Elle est assez salée. Donc c'est pour ça, à chaque ravitaillement, il était important de bien se ravitailler, prendre bien tout le liquide qu'on avait préparé auparavant. Mais c'était très très difficile. Les conditions étaient assez exceptionnelles quand même. Beaucoup de vagues, beaucoup de courants. Mais je devrais dire que ce qui a été le plus difficile, c'est l'eau chaude. Vous avez constaté la même chose, vous, vu de l'extérieur, Michel? Oui, c'était exceptionnellement élevé. Nous étions proches de l'arrêt de la course, en fait. Les nageurs ne le savent pas, mais nous étions à 2 doigts de l'arrêt de la course par rapport au fait qu'elle était à 30,8 au départ, mais à plus de 31 degrés à la fin de la course. Donc à la limite réglementaire fixée par la norme de World Aquatics. Donc oui, c'était un petit peu difficile. Il fallait gérer donc l'effort et ne pas monter trop vite en température parce que les corps se déshydratent extrêmement vite et il y a eu beaucoup d'arrêts et d'abandons à l'occasion de cette course. Malgré tout, si on regarde ce podium, on a les 3 meilleures nageuses en eau froide et en même temps qui sont devenues aujourd'hui quasiment les 3 meilleures nageuses en eau chaude également. Quelle est maintenant la suite et dans quel état d'esprit êtes-vous, Lisa? Je pense que cette médaille m'apporte beaucoup de confiance, sachant que j'en manque pas mal. Donc, je pense que ça va beaucoup m'apporter. Pas seulement les 2 courses qui me restent encore, mais pour le futur, je pense que ça va bien m'aider. Merci beaucoup, Lisa Pou, d'avoir été avec nous, avec votre père, Michel Pou, après votre médaille de bronze obtenue aujourd'hui sur le 10 km femmes des mondiaux de nage en eau libre à Singapour. Et bravo encore, bravo à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Excellente soirée. Parlons rugby à 7 à présent. L'équipe des moins de 18 ans de Monaco s'apprête à relever un grand défi. Elle participe dès vendredi à Budapest en Hongrie au championnat d'Europe dans la catégorie Trophy 2. Et vous allez voir que les ambitions sont grandes, comme nous l'expliquent Émilie Rousseau et Camille Caloni, qui ont suivi les joueurs lors de leur ultime entraînement au stade Prince Héréditaire Jacques. Regardez.
Les regards sont concentrés, les gestes sont appliqués tant l'enjeu est grand. Vendredi, les U18 de Monaco partent en quête de leur premier titre continental. Direction la Hongrie et sa capitale, Budapest, pour les championnats d'Europe de rugby à 7. Un rendez-vous crucial qui a nécessité une préparation rigoureuse. Avec la génération, une équipe de compétiteurs, 12 joueurs, une équipe au complet. Donc l'objectif, c'est le titre et de monter en Trophy 1 l'année prochaine. Ces championnats d'Europe représentent bien plus qu'un tournoi pour ces joueurs. L'an dernier, alors qu'ils avaient terminé premier ex-aequo, le titre s'était joué au goal average. L'équipe revient donc déterminée et unie dans un même objectif. Je pense qu'on est prêt, on a bien travaillé, on s'est pas mal entraîné, on a fait des stages. On a préparé une cohésion, on s'est bien entraîné, je pense qu'on est prêt pour faire quelque chose. Ce déplacement s'inscrit dans une dynamique positive pour le rugby monégasque. Dans le sillage des seniors, récemment sacrés champions d'Europe et des Jeux des petits États d'Europe, ces jeunes rêvent de suivre la même voie. Un gros défi nous attend, mais aussi l'objectif de faire une année exceptionnelle avec 3 titres, les Jeux des petits États, les seniors qui gagnent le championnat d'Europe et on l'espère les U18 qui font aussi bien. Cette double consécration des seniors inspire cette nouvelle génération qui souhaite écrire sa propre histoire. Récemment, les joueurs ont reçu leur maillot des mains de Gareth Wittstock, conseiller de la présidente de la Fédération monégasque de rugby, son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène. Un rituel symbolique qui représente un engagement, celui de porter haut les couleurs de la principauté. En basket maintenant, cette information qui concerne la Roca Team. Le pivot Georgios Papagiannis va officiellement quitter l'équipe 1 an après son arrivée. Il venait du Fenerbahçe et devrait désormais prendre la route de l'Anadolu Efes. Merci pour ton énergie et ton combat sur le parquet. On te souhaite le meilleur pour la suite. À partager comme message l'AS Monaco Basket sur ses réseaux sociaux. Le Théâtre du Fort Antoine poursuit sa saison estivale. Hier soir, c'est la Corse qui était mise à l'honneur avec le compositeur, musicien et interprète Jean-Charles Papy. Il s'est emparé de monuments de la chanson française tout en sublimant sa langue natale, un moment suspendu dans le temps que nous racontent Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Loin des clichés corses, Jean-Charles Papy montre une nouvelle image de l'île de beauté à travers ses chansons, un regard sur une Corse ouverte et festive. On a été rechercher nos racines très profondes et puis de ça on a créé une nouvelle scène qui est assez dynamique. Donc voilà, c'est ça qu'on veut montrer. On montrer qu'on n'est pas tous en noir, avec la main sur l'oreille et forcément très stoïque. Donc on a aussi une belle joie de vivre. Moi d'ailleurs ce soir mon spectacle c'est... Le thème est l'amour. Amaury, c'est le nom du dernier album de Jean-Charles Papy, des chansons qui racontent l'amour de la terre corse et l'amour au sens plus large. Je voudrais montrer que la Corse, c'est ça aussi. C'est pas seulement cette image où on est en repli, alors quelquefois on se protège évidemment, comme tout le monde, mais on est aussi ouvert sur le monde et surtout on aime bien partager ce que nous sommes. Et nous n'avons pas peur de le faire parce que lorsqu'une culture est vivante, elle n'a pas peur de s'ouvrir et de s'ouvrir aux autres cultures. J'ai quelques adaptations que j'ai faites en langue corse, de chansons soit françaises, soit anglaises, même une portugaise. Voilà, je n'ai pas peur de faire des duos et d'aller chercher d'autres cultures, de faire des métissages qui sont heureux. Et je pense que c'est comme ça qu'une culture évolue, qu'elle reste vivante. La tournée du chanteur corse se poursuit en 2025 entre Corse et continent. Oh mi amori se mi ridorni. À Monaco, le Stade Nautique Régnier 3 a proposé un rendez-vous grand public ce matin, un baptême de plongée ouvert à tous, dès l'âge de 5 ans, y compris ouvert aux personnes en situation de handicap. Une initiative de la mairie qui en est déjà à sa 2e édition. Christine Petit-Homel et Alexandra Marangoni étaient sur place. Plonger dans le grand bain, une première fois, un moment inoubliable. À la piscine Régnier 3, petits et grands ont vécu leur tout premier baptême de plongée, encadré par des professionnels, des bénévoles et même des carabiniers du Prince. Ça s'adresse à tout le monde, à partir de 5 ans en surface, 8 ans avec une immersion, mais également à toutes les personnes, quel que soit leur état physique, puisque bien entendu vous allez être accompagnés
par des moniteurs, par des gens qui sont formés pour ça, qui sont diplômés. Entre autres, il faut que je cite, bien entendu, le club d'exploration sous-marine de Monaco qui nous aide grandement à cette organisation, mais également les Carabiniers du Prince qui sont en mission. Ici aujourd'hui, il y a 2 personnels qui sont là pour nous aider et du personnel de la police maritime qui sont également de grands professionnels de la plongée et qui viennent pour faire découvrir cette chose merveilleuse qu'est la plongée sous-marine en toute sécurité dans le bassin du stade nautique. Organisé par la mairie avec le club de plongée de Monaco, l'événement est gratuit, ludique et surtout inclusif. La plongée sous-marine, c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel pour le commun des mortels, donc c'est de découvrir cette sensation d'aller, de voir comment on peut se comporter et de découvrir ce qu'on a sous l'eau. Alors là, aujourd'hui, c'est dans le cadre d'une piscine, et donc c'est les premières découvertes, comment respirer sous l'eau, comment évoluer sous l'eau. Et puis après, bien entendu, c'est d'inviter les gens à aller découvrir le monde sous-marin, le vrai monde sous-marin, dans des conditions qui sont absolument pareilles. Donc voilà, le but c'est de trouver du plaisir à cette nouvelle forme de découverte. Parmi les moniteurs d'un jour, un carabinier du Prince en combinaison. On enseigne un peu l'initiation à la plongée, respirer dans un détendeur, commencer à descendre en profondeur et puis en espérant que ça donne des envies et qu'ils puissent avoir, pouvoir continuer par la suite, passer des niveaux, etc., etc. Et la magie opère. Moi j'ai aimé quand on était sous l'eau et qu'on passait dans les cerceaux et quand on allait voir ce qu'il y avait dans le coffre et moi on m'avait demandé de prendre tous les cerceaux, de les mettre dans le coffre et du coup pour moi c'était rigolo et quand tu vas sous l'eau t'as vraiment l'impression que tu respires sous l'eau, t'es une sirène quoi. Tu aimerais en refaire ? Oui, en mer, parce que c'est bien en mer, pour voir les poissons, pour voir un peu le fond et tout ça. Ça s'est bien passé, j'ai aimé, et puis si c'est possible que je refasse ça, je le referai sans l'occasion, pour le refaire. Qu'est-ce que tu aimes dans la plongée sous-marine ? Les dents de la mer. J'aime bien la plongée, j'aime bien les poissons, les dauphins, tout ça, voilà. Ouais. 2 prochaines sessions auront lieu les 6 et 27 août prochains à Monaco. La plongée est décidément à la portée de tous. Si vous êtes en vacances, que vous vous y préparez ou que vous aimez vous octroyer une pause à la plage, vous avez forcément dans vos affaires un maillot de bain. C'est l'accessoire phare de l'été après la crème solaire, celui qu'on met en premier dans sa valise, que ce soit en maillot une pièce ou en bikini, en string ou culotte de grand-mère, aux couleurs sombres ou flashy, il y en a pour tous les goûts. Bonsoir Fabien, vous allez nous donner les tendances du moment et pour cela, vous êtes avec Camille Caloni, vous avez choisi un lieu bien stratégique. Et oui, quoi de plus logique que de se retrouver sur les plages du Larvoto pour découvrir un peu les tendances maillot de bain, qu'il y ait beaucoup de tissus ou beaucoup moins. On va aller, pour commencer, à la rencontre des vendeurs. On va dans les boutiques du Larvoto pour connaître un peu ces tendances. Alors l'année dernière, ce qui était bien plus présent, c'était des formes donc unies principalement. On voulait surtout se cacher ou plutôt profiter de la mer. On voulait vraiment pouvoir se reposer. Là, on est vraiment sur d'expressif plutôt. On est plutôt floraux, tropicaux, couleurs flashy, bien démontrées avec des coquillages par exemple ou des perles. Et les femmes sont plutôt du genre à se mettre en valeur. J'ai autant des personnes qui vont vouloir avoir un petit maillot, le brésilien, le string, un maillot qui couvre pas beaucoup, comme je vais avoir des personnes qui ont exactement le même âge mais qui sont plus conservatrices et qui vont vouloir avoir vraiment une culotte européenne qui vont bien couvrir avec un bon maintien au niveau du soutien-gorge et qui va vraiment couvrir la poitrine. Voilà quelques informations concernant les tendances maillot de bain. On va maintenant demander directement aux personnes concernées et intéressées, les baigneurs ici sur la plage. J'aime les couleurs comme ça pour l'été, les marrons, les blanches, parce que je suis pas blanche dans l'été et j'aime comme ça parce que j'ai beaucoup de tatouages, alors j'aime montrer les tatouages. Comment est-ce que vous choisissez votre maillot de bain en règle générale ? Malheureusement, en fonction de l'âge. C'est-à-dire que j'ai plus de 40 ans maintenant, c'est les culottes taille haute, les soutiens-gorge qui tiennent bien. À l'âge de ma fille, je choisissais selon les mouvances et les modes.
Bon, on a assez parlé de la mode féminine, parlons aussi des hommes, parce qu'ils ne font pas du naturisme, ils portent aussi des maillots. Comment choisissent-ils leur maillot et d'ailleurs le choisissent-ils? Les hommes sont énormément plus faciles que la femme. Généralement, si un homme n'a pas son maillot, c'est parce qu'il a oublié. Et si un homme achète un maillot, c'est qu'il est avec sa femme et qu'elle veut lui acheter un maillot de bain. Mais généralement, quand ils sont en couple, c'est souvent la femme qui choisit le maillot de bain pour l'homme. Nous avons le pouvoir, on va dire. Et oui, Girl Power. Allez, si vous n'êtes pas trop branché textile waterproof, nous avons une autre idée pour vous. Je vous propose de partir à la rencontre d'une jeune créatrice monégasque. Elle s'appelle Charlie et est adepte du crochet. C'est de cet outil qu'émergent toutes ces idées de sacs, chapeaux ou étuis qu'on peut découvrir Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Regardez. D'une simple activité mère-fille à une véritable passion, le crochet n'a presque plus aucun secret pour Charlie Second. Cette jeune monégasque a fait de l'activité manuelle sa vocation. Elle propose aujourd'hui une gamme de sacs et d'accessoires frais et colorés. Ce modèle donc, qui s'appelle le clutch, donc il est fait en maille serrée, ce qu'on appelle. Ça c'est vraiment la maille qu'on va produire avec le crochet. Et il commence par tout un socle et un liseré de séparation pour venir ensuite faire toute la structure du sac et venir l'adapter à l'attache en fait, qui est propre au clutch dans ce cas-là, pour venir ensuite le fermer en tant que tel. On est aussi parti sur des pochettes d'ordinateur, des petits accessoires, donc des petites accroches de téléphone et tout ça, qui peuvent être adaptés à tous les désirs en fait, en termes de couleur, de taille et de modèle. La customisation est en effet possible avec des créations faites sur mesure selon les goûts de la clientèle. Atelier Suricat, c'est le nom de ce nouveau petit commerce. Les différents modèles sont visibles sur le compte Instagram et bientôt sur le site en ligne. Une vocation animée par le goût du design. Réfléchir à des nouveaux modèles, qu'est-ce qui plairait, suivre la tendance ou justement aller contre, essayer des choses et voir si ça plaît et faire plaisir aux clients dès qu'il y a besoin de, si on doit reproduire quelque chose, si il y a une demande très spécifique, vraiment trouver et atteindre les attentes de nos clients, ça c'est ce qui me plaît vraiment. La jeune créatrice travaille déjà sur une collection hiver avec de nouveaux modèles en devenir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Christine Dapetit pour vos prévisions météo. On se quitte sur les images du baptême de plongée proposé ce matin à la piscine Régnier 3, capturé par notre photographe Stéphane Dana. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 19 h. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir Théo, bonsoir à tous. Demain à Monaco, le soleil sera au zénith et le ciel sans nuages. Les températures grimperont jusqu'à 28 degrés Celsius en journée avec une légère brise en bord de mer idéale pour flâner ou piquer une tête en fin d'après-midi. Côté calendrier, nous fêterons Sainte Marguerite, protectrice des femmes enceintes et des paysans. La légende raconte qu'elle aurait terrassé un dragon en le faisant exploser de l'intérieur. Bref, demain, entre soleil et récits épiques, la journée s'annonce lumineuse à tous les niveaux. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.